de difficulté. Hein. Donc, il s'agit donc de la silice ou de l'oxyde de silicium, le carbonate de calcium, CaCO3, la soude, qu'on appelle également l'hydroxyde de sodium, NaOH, et puis l'hydroxyde d'aluminium. Donc voilà en fait les matières premières hein, qui vont se transformer. Hein, donc on va voir les réactions. Et avant ceci, on vous demande quelles sont les masses qu'il faut donc ici peser pour arriver à cette composition. Alors, est-ce que vous avez fait ces petits calculs pour trouver donc les compositions? Hein, donc, vous avez donc un petit décalage sur l'écran. Donc, vous avez donc SiO2. Donc là, on vous dit donc vous avez 73%, donc là 730 kilos, pas de souci. Et en ce qui concerne donc NaOH, CaCO3 et AlOH 3 fois. Quelles sont les masses que vous avez trouvées pour la soude? Pour la soude, c'est 193,61. Oui, hein, oui, donc on va arrondir hein, au kilo près. Donc effectivement, on a 194 kilos. Donc le calcul, hein, je vous rappelle, il est relativement simple. Donc on veut en fait 15% donc, de 1000 kilos, donc ça vous fait 150 kilos. Donc, vous divisez par la masse molaire de Na2O, donc ça vous donne un équivalent à un nombre de moles. Et puis, donc, pour avoir la masse de NaOH, donc dans Na2O, vous avez en fait 2 atomes de sodium, donc on multiplie par 2 et on multiplie par la masse molaire de NaOH, donc ce qui vous donne les 194 kilos. Donc, il faut bien penser donc, à ce coefficient stoichiométrique. Quand vous passez de Na2O donne donc de l'équivalent de 2 NaOH. Pour CaCO3, on trouve donc 160. 178. Oui, c'est ça. Donc, même principe. Et puis, pour l'alumine, ou l'oxyde d'aluminium, Al2O3, c'est 30 kg. 31 kg, c'est ça. Oui. Donc, pour Al2O3, même problème au niveau de la stoichiométrie. Donc, on a ici donc 2%, donc 20. On divise par la masse molaire de Al2O3. Donc, à nouveau, le coefficient 2 pour avoir le nombre de moles d'aluminium et on multiplie par la masse molaire de AlOH 3 fois. Alors, quand on fait la somme donc, de toutes ces matières premières, donc, on arrive à donc, 1333 kilogrammes. Je vérifie au niveau de mes résultats. Contrôle 3. Voilà. Et donc, on vous demandait donc la perte de masse. Donc là, vous voyez que vous avez 1000 grammes de verre à la fin. Donc, vous avez 333 donc, kilos donc, des produits donc, qui sont éliminés. Alors, quels sont les produits
former lorsque on va en fait faire le mélange pour obtenir le verre final? Quels sont les composés que l'on va perdre lors de la synthèse? C'est de l'eau et CO2. Oui, hein, donc on perd 333 kg sous forme de H2O. Madame, je pense Oui. que le résultat, c'est 1133 kg. J'ai fait une erreur. Alors, 1100, pardon. Donc là, c'est ceci, hein, c'est l'erreur. Donc 133 kilos, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Oui. Hein. Donc ça correspond. Hein, donc si on écrit donc la réaction hein, pour donc CaCO3, donc c'est la décomposition classique des carbonates par chauffage hein, qui va donner CaO plus CO2. Et puis si on prend par exemple la soude, donc NaOH par chauffage, ça va vous donner Na2O. Alors je vais prendre l'équivalent de NaOH plus ici donc H2O. Donc vous voyez une perte de masse donc relativement importante, mais les matières premières, eh bien donc elles vont se trouver donc facilement. Hein, et comme on va donc chauffer à haute température, on va effectivement donc les décomposer. Alors ensuite, on vous demandait, si je reprends donc les questions de l'exercice, donc de redonner les grandes étapes, donc ou de décrire les grandes étapes associées à la synthèse d'un verre. Ici. Donc là, on peut reprendre le document donc de cours hein, que l'on avait donc vu ensemble. Donc dans tout ce qui est en fait étape de fusion, eh bien vous voyez qu'on va en fait avoir donc les décompositions hein, dont on vient de parler, décomposition des carbonates, hein, des hydroxydes, et puis on va également en fait eh bien former des composés définis. Donc, si je prends donc mon surligneur, donc ces composés définis, donc on vous a donné un exemple, mais ce n'est pas le seul. Hein. On peut former effectivement quelque chose qui serait Na2 et SiO3. Si on a du calcium, de l'oxyde de calcium, on pourrait obtenir donc quel composé avec du calcium, de l'oxyde de calcium? Alors, je prends mon stylet. Oh, pardon. Alors, je prends le stylet avec la couleur qui convient. Si je prenais donc CaO, on pourrait obtenir en fait un silicate de calcium, Ca et SiO3. Alors, il y a beaucoup d'autres composés. Hein. Donc, si en fait on veut les connaître, ben, il faudrait regarder dans un diagramme, alors soit un diagramme binaire, hein, CaO et CO2, ou des diagrammes ternaires hein, pour voir les composés qui peuvent se former. Donc, ça va bien sûr dépendre des proportions, donc des constituants. Donc là, la liste, elle n'est pas terminée, hein, mais ce qui est important, c'est d'avoir la formation de ces composés. Alors, quel est l'intérêt d'avoir la formation de ces composés plutôt que de rester, par exemple, avec de la silice simple et SiO2? Pour la réduction de la température de fusion. Oui, tout à fait. Hein. Donc ici, on va en fait avoir des composés définis. Et ces composés définis, ils vont former des mélanges qu'on appelle des mélanges. Voilà, si effectivement diminuer la température de fusion, alors quels sont les composés
les mélanges qui ont des points de fusion donc bas, des faibles points de fusion. Ce sont des... Je me souviens du terme dans les diagrammes. Eutectiques. Oui, hein, donc on va former des eutectiques. Donc ici, donc avant fusion, donc on a des mélanges eutectiques ou proches de l'eutectique. Hein. Donc, ils vont diminuer la température de fusion. Donc, ça, c'est important hein, au niveau du processus industriel, en fait, pour ne pas consommer trop d'énergie. Si on se compare à la silice, il faut chauffer à au moins 1700 degrés hein, pour fondre la silice. On voit ici qu'avec les mélanges, on est plutôt à 1300, 1400 degrés pour arriver à faire la fusion. Donc, première étape, hein, fusion, mais dans lequel il y a beaucoup en fait de réactions chimiques entre les oxydes. Alors ensuite, on a donc la réaction donc d'homogénéisation. Alors pourquoi c'est important d'avoir un mélange homogène? Ici, on parle donc d'homogénéisation. Donc ça, c'est associé à une propriété importante du verre qui est la transparence. Homogénéisation pour réduire la variation de l'indice de réfraction. Oui, tout à fait. Hein. Alors, pourquoi c'est important que l'indice de réfraction soit le même dans tout l'échantillon, hein, dans tout le verre? Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir une déformation de l'image quand vous allez regarder au travers donc, du verre. Donc, effectivement, hein, pour donc, cet aspect homogénéisation, je vais prendre mon stylet pour rajouter donc, le commentaire. Donc, on doit avoir donc, un delta n, donc variation de l'indice de réfraction hein, entre deux points qui soit donc faible. Alors, la valeur qu'on donne souvent, c'est 5, 10, moins 4. Il faut vraiment avoir donc un verre de bonne qualité, hein, dans lequel il n'y a pas de déformation donc, de l'image. Alors ensuite, alors pourquoi en fait il est important d'augmenter la température pour homogénéiser le mélange? Vous voyez, entre la fusion et l'étape suivante, hein, on a augmenté la température d'environ 150 degrés. Qu'est-ce que l'on va faire varier? La viscosité. Oui, tout à fait. Hein. Donc, si on diminue la viscosité, eh bien, on va augmenter la mobilité donc, des atomes et ça va permettre donc, ici d'avoir donc, un mélange plus homogène. Donc, ici, hein, donc, on augmente la température pour diminuer la viscosité, hein, ce qu'on a appelé donc, le terme N hein, ou état. Alors, il vient ensuite l'aspect donc affinage. Alors, à quoi correspond donc l'affinage du verre? Donc là, vous voyez, hein, bon, on avait parlé de bulles de gaz, donc plus précisément, quels sont les gaz qui vont rester donc piégés dans le mélange fondu? Les bulles de gaz de CO2. Oui, hein, donc on va effectivement avoir donc, des bulles donc, de CO2. Et en fait, pour
arriver donc à les éliminer, eh bien, en fait, on va ajouter un composé qui va permettre, en fait, d'augmenter la taille des bulles, hein, puisque les bulles de CO2 sont relativement petites. Et en augmentant la taille des bulles, eh bien, on va les faire remonter à la surface. Alors, si vous voulez voir un petit schéma, ici, donc vous voyez, hein, donc en bas à droite, hein, donc vous avez en fait des bulles, hein, et en fait, eh bien, avec leur taille, elles vont en fait remonter plus facilement à la surface. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les petites bulles de CO2, alors je vais refaire un petit schéma. Donc, je vais rajouter en rouge ces petites bulles, hein, donc de CO2. Eh bien, en fait, elles vont venir donc s'associer aux bulles plus grosses. C'est ce qu'on appelle la coalescence des bulles. Donc, naissance des bulles. Et ça va favoriser, donc ici, le dégazage. Donc, ça peut paraître surprenant, hein, qu'on ajoute en fait ici donc un composé qui donne encore plus de composés gazeux, mais c'est la taille, hein, qui ici donc va être importante. Donc, ce composé qui est ajouté, hein, donc vous voyez apparaître ici, hein, donc c'est Na2SO4. Donc, Na2SO4 qui en fait va donner Na2O. Donc, c'est un composé qui va s'ajouter au mélange donc vitreux, hein, et puis du SO2 et du dioxygène. Donc, ce sont en fait les grosses bulles, hein, que j'ai représentées donc ici en bas. Donc, vous voyez les trois étapes importantes, donc fusion, homogénéisation, affinage, pour obtenir un verre final avec de bonnes propriétés optiques. Alors, on vous parle en fait dans la question donc qui suit donc de l'ajout de Na2SO4. Et on vous dit, alors, on va le préciser ici, hein, que on ajoute 1% de Na2SO4 au verre final. Donc, le but, on vient de le voir, hein, il s'agit donc, alors, ne regardez pas les petits calculs, hein, regardez juste les questions. Hein. Donc, le but, c'est, comme on l'a vu, donc, de faire le dégazage, donc, ici, de faire l'affinage du verre. Et on vous demande donc la nouvelle composition donc, du verre. Donc, on va voir ensemble ce petit calcul. Donc, pour ça, je vais prendre un tableau blanc. Ici. Voilà. Alors, je prends mon stylet avec une couleur. Donc, avec l'ajout de Na2SO4, donc au verre initial. Donc ici, hein, on a donc Na2SO4 qui donne donc Na2O plus SO2 plus 1,5 de O2. Donc, on vous dit qu'on ajoute 1% en masse du verre final. Donc, ça va correspondre ici donc, à 10 kg. Et donc, ces 10 kg, ben, en fait, vont vous donner du Na2O. Alors, quelle va être la masse de Na2O formée? 4,4 kg. Oui, hein, donc ça va être effectivement 14,4 kg. Hein. Donc, à nouveau, on divise par la masse molaire de Na2SO4 hein, pour raisonner sur un nombre de moles. Donc, au niveau de la composition finale du verre, hein, donc on va avoir toujours 73 kg, pardon, 730. Je prends la gomme ici. Donc, 730
Pourquoi ça marche pas? Voilà. Donc 730 kg de SiO2. On avait donc, alors si je reprends les calculs, donc 150 kg de Na2O plus 14,4 Na2O. Ensuite, on avait CaO, donc 100 kg de CaO, et puis donc 20 kg de Al2O3. Donc, vous aurez donc la nouvelle composition. Donc, ici, la somme, ça vous fera donc 1014,4 kg. Donc, tous les pourcentages donc massiques, ça sera donc 730 divisé par 1014,4. Donc là, ça n'a pas changé de manière importante la nouvelle masse, la nouvelle pourcentage. Alors, précisément, ça fait 72,7. Si vous avez fait le calcul. Oui, pour avoir le pourcentage donc de SiO2. C'est ça? Donc, on passe de 73% à 72,7%. Donc, il y a peu de variation. Et puis, on fait la même chose donc pour Na2O. Donc, pour Na2O, donc, on va obtenir 15,4. De Na2O. Pour CaO, j'ai fait le calcul pour CaO. Donc, 1000 divisé par 100 divisé par 1014,4. Donc, pour CaO, ça vous donne? Madame? Oui. Je crois que le poids de Na2O formé est 4,4. 14. Alors, c'est pas 4,4 parce qu'en fait, 4,4 kg, c'est 14,4 kg, c'est ce qui est en fait issu de la décomposition de Na2SO4. Mais avant, il y en avait donc 150 kg. Donc, c'est le bois de Na2O formé après la décomposition. Après l'ajout de Na2SO4. Puisque Na2SO4 forme Na2O, donc il va rester en fait dans le verre sous forme d'oxyde. Donc, il faut bien faire la somme des deux. La composition initiale plus ce que l'on a rajouté sous forme de Na2SO4. Je crois que plus 4,4. Ah, pardon, parce qu'il y a eu une erreur ici. Ah, d'accord, pardon. Je vois ce que vous voulez dire. Alors, j'enlève ma gomme. Voilà, c'est ça, c'est 4,4. Et ici, c'est ça? Oui, c'est ça, madame. D'accord, ok. Pardon, j'avais mis un en trop. Alors, ensuite, pour CaO, donc CaO, donc, on reste à 100 kg divisé par 1014. Je n'ai pas pris ma calculette avec moi, ici. Non. Donc, 100 divisé par... alors, c'est pas... 1000, c'est... Là, il y a également une erreur, je vais corriger. Donc là, ça serait un 0. Il y avait également l'erreur ici. Alors, voilà.
Donc ici, 1100 divisé par 1004,4. Donc là, on est à 9,96, hein, donc pratiquement 10%. Hein, si on fait le calcul donc à 0,1% près. Et puis pour donc l'alumine, ben, ça sera la même chose. Hein, si on fait 20 divisé par 1004,4, donc on est à 19, enfin 1,99, donc on reste à 2%. Donc voilà en fait cette nouvelle composition, hein, donc avec ici l'ajout de Na2SO4. Donc c'est le calcul relativement simple. Hein. L'important c'est d'avoir un nombre de moles. Donc maintenant on va regarder donc l'exercice sur les laves. Donc il va être l'occasion de revenir sur la notion importante de viscosité. Donc je vais revenir donc au texte ici. Alors. Est-ce que vous voyez le document? Donc, composition, viscosité. Donc, en fait, je vous avais donc envoyé un petit document, hein, donc qui question concernant en fait, eh bien, les vers d'origine naturelle, hein, donc que l'on va trouver hein, sans intervention donc de l'homme. Hein. Et donc on avait hein, donc ici une première question. On vous demandait le nom que l'on donne aux vers naturels donc issus donc du volcanisme. Hein. Et donc en fait, ce sont donc ce qu'on appelle les obsidiennes. Donc obsidienne, hein, donc vous avez un exemple donc de ce type donc de roche hein, qui est en fait un verre. La coloration donc foncée, elle est due en fait à une forte proportion d'oxyde de fer, hein, soit du fer 2 ou du fer 3. Hein. Donc on va voir tout à l'heure hein, donc revoir hein, la notion de coloration avec ces éléments. Hein. Et vous voyez que effectivement, c'est une roche qui est cassante. Hein, et comme le verre, hein, elle va créer donc des arêtes vives. Hein. Donc arête vive, c'est une arête qui va en fait être coupante. Et en fait, eh bien, ça a été utilisé par les hommes préhistoriques pour fabriquer donc des outils. Et notamment, on a retrouvé hein, donc des pointes de flèches. Hein, donc en obsidienne. Là, on utilise donc l'aspect tranchant, hein, donc ici du verre hein, que l'on a donc cassé. Alors, il y a en fait d'autres origines en fait de verre naturel qui sont dues en fait à l'impact des météorites. Hein. Donc, vous savez, les météorites, ce sont des pierres hein, qui tombent donc du ciel. Hein. Et en fait, elles arrivent avec une très grande vitesse. Et si elles tombent, par exemple, dans un endroit où il y a beaucoup de silice, par exemple le désert, eh bien, en fait, on va arriver à faire fondre la silice et de cette manière, obtenir donc un verre. Donc, vous aviez en fait une image, hein, donc ici d'un verre, hein, donc qui a été trouvé donc dans une zone sableuse, hein, dans un désert. Donc, dû à nouveau donc, à cet impact de météorites. Donc, vous voyez, à nouveau, on trouve la coloration verte hein, qui est due au fait que dans la météorite, il y avait sûrement donc, de l'oxyde de fer hein, qui a donné donc, cette coloration donc, au sable. Donc, vous voyez, plusieurs origines. L'exercice donc, que l'on va voir ensemble, eh bien, on va travailler donc, sur la lave. Hein, donc la lave qui sort des volcans, hein, qui en fait eh bien, un mélange riche en silicates dont la composition eh bien, peut correspondre à des mélanges vitrifiables.
Donc, vous retrouvez le terme. Alors, je vais prendre mon surligneur. Ici, alors, je vais peut-être changer la couleur parce que le jaune, on voit peut-être pas très bien. Donc, vous voyez, on parle donc de mélange vitrifiable, donc, que l'on va pouvoir transformer donc ici en verre. Donc, deux compositions, donc de lave, donc le basalte et la rhyolite. Donc, vous avez les compositions donc en pourcentage molaire et on a donc mesuré la viscosité, donc ici, en échelle logarithmique en fonction de l'inverse de la température. Alors, pourquoi utilise-t-on cette représentation? Log de la viscosité en fonction de 1 sur T. Quel est l'intérêt de représenter log de n en fonction de 1 sur T? C'est associé à quelle équation, quel type d'équation? Vous vous souvenez? Formule empirique VFT. Alors, je n'ai pas tout entendu dans ta réponse. Est-ce que tu peux répéter? Formule empirique VFT. Alors, la formule VFT, donc, ça sera en fait ce qu'on va voir plus tard, mais dans un cas le plus simple, une relation plus simple que la loi VFT. Modèle Diary. Oui, et en fait, qui suit la loi d'Arrhenius. Voilà, la loi d'Arrhenius. Donc, on va dire que la viscosité, c'est un processus activé par la température, donc avec une énergie d'activation. La viscosité diminue avec la température. Et donc, en fait, ce que l'on avait vu en cours, alors je vais reprendre le tableau blanc pour réécrire les équations. Je vais changer de... Donc, la loi d'Arrhenius, qui en fait donne, alors si on prend l'inverse de la viscosité, alors pourquoi on prend l'inverse de la viscosité? Parce que, donc ici, la viscosité, en fait, elle, donc ici, diminue quand la température augmente. Donc, pour retrouver, en fait, une loi d'Arrhenius classique, donc on va prendre ici l'inverse de la viscosité, donc avec un terme exponentiel moins EA sur RT. Donc voilà la formule classique de la loi d'Arrhenius, avec ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Et donc, par rapport à cette loi, on peut prendre soit le log népéréen ou le log en base 10. Donc, ici, on va voir le log en base 10 puisque c'est la représentation. Donc, si je prends le log en base 10 de n, donc de la viscosité, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je rappelle, si on prend log de 1 sur A en fonction de log de A, c'est égal à quoi? Est-ce que je dois rajouter pour que ma relation soit correcte? Moins log R. Oui, on va avoir moins log de A. Donc ici, je vais avoir moins log de N égal à moins log de N0 et puis moins
EA sur RT, hein, si je prends donc le log népéréen. Donc, si je multiplie tout par -1, eh bien, je vais obtenir en fait un terme en plus EA sur RT. Donc ici, si je complète, donc log en base 10 de N0 plus EA sur RT. Et donc, qu'est-ce que je dois rajouter, hein, si je suis en log en base 10? Donc, j'ai le log de A par rapport au log népéréen de A. Quelle est la différence entre le log en base 10 et le log népéréen? Donc, on divise par 2,3. Log népéréen de 10, c'est 2,3. Log en base 10 de 10 est égal à 1. Donc ici, je vais rajouter 2,3 RT. Donc là, on voit l'intérêt, hein, de représenter le log en base 10 de n en fonction de 1 sur t. C'est parce qu'on va obtenir donc une variation linéaire avec une pente égale à EA sur 2,3 R. Alors en fait, on va voir que tous les vers en fait ne suivent pas en fait cette relation, et on va essayer d'expliquer pourquoi, notamment en regardant donc la composition. Alors juste une petite remarque, hein. Donc dans l'exercice, on n'a pas mis 1 sur t, on a mis 10 puissance 4 sur t, et c'est juste pour avoir une échelle plus facile à lire. Mais de manière générale, c'est de la forme 1 sur t. Donc voilà pour cette loi d'Arrhenius, donc, qui explique pourquoi on a choisi donc de représenter le log en fonction de 1 sur t. Alors, je reviens donc à l'exercice. Voilà. Donc, on a donc notre représentation. Donc, on voit tout de suite que la rhyolite, elle suit donc la loi d'Arrhenius. On voit qu'on a donc une droite. Je vais bien surligner. Orange. Donc là, donc on a donc, la loi donc d'Arrhenius. Alors que dans le cas donc de la deuxième lave, le basalte, donc là en fait on voit qu'on s'écarte, et comme l'un d'entre vous l'a dit, on va utiliser une autre expression qui va permettre de retrouver la forme de la courbe, et cette expression c'est donc la loi VTF. On va revoir tout à l'heure donc ici l'expression. Alors, par rapport aux questions donc sur cet exercice, alors on demande, est-ce que l'on peut estimer la température de transition vitreuse à partir de ces courbes? On regarde donc les questions. Donc, qu'est-ce que vous savez sur la transition vitreuse d'un verre?
Si vous vous souvenez donc du cours, on avait en fait vu eh bien, que quand on représente log de la viscosité en fonction de TG sur T, eh bien, toutes les courbes se rejoignaient en un même point. Alors, je ne sais pas si j'ai repris, alors, je vais voir ici si j'ai mon graphe. Non, je ne l'ai pas. Alors, peut-être revoir le document de cours. Alors, ça, c'est pas le cours. Alors, je vais revenir en arrière. Si j'arrive à le mettre. Alors, j'enlève le partage d'écran. Alors, je reviens sur le document de cours. Alors, les courbes de viscosité. Je refais le partage d'écran. Alors, c'est un petit peu long. Tac. Voilà. Tout le monde voit le petit document, donc le cours. Hein. Donc, en fait, on avait vu que, vous voyez, quand T égale à TG, eh bien, toutes les courbes, quel que soit le type de verre, eh bien, elles se croisent pour une même valeur de la viscosité. Hein. Et cette valeur de la viscosité, eh bien, c'est égal à 13. Ici. Alors, il y a un décalage, un graphe, voilà. Donc, si on prend la valeur, ici, on va trouver une viscosité égale donc à 13, alors en unité poise. Ici. Donc, ça veut dire que si on a donc notre courbe de viscosité, hein, on va pouvoir effectivement lire directement la valeur donc de la température de transition vitreuse. Donc là, je reviens au texte du TD. Alors, on est ici. Voilà. Partager. Donc, mon diaporama. Voilà. Vous voyez le document? Donc ici, donc une viscosité égale à 10 puissance 13 poids hein, pour tous les verres quand on se place à cette température. Donc ici, donc on trace notre horizontale et puis on va. Alors pour la rhyolite, vous voyez, il faut extrapoler, mais là c'est pas difficile puisque on a une variation linéaire. Hein. Et puis pour le basalte, vous avez en fait les points hein, qui passent par la valeur 13 en unité log. Donc, vous allez pouvoir ici lire donc l'inverse de la température, donc ici en 10 puissance 4T, et donc transformer donc, en degrés Kelvin, tout d'abord, hein, bien faire attention à l'unité ici, hein, des degrés Kelvin, pardon, qui apparaissent hein, donc, dans l'expression. Et ensuite, vous pouvez les transformer en degrés, donc Celsius. Alors, qu'est-ce que vous pourriez donner comme valeur pour la rhyolite, pour la valeur de la TG, de la transition vitreuse, pour la rhyolite?
Donc, on voit qu'on est à peu près à 9,6. Donc, 10 puissance 4 sur T égale à 9,6. Si je prends la rhyolite, donc ça va nous donner en Kelvin, alors 9,6. Donc ici, 10 puissance 4 divisé par 9,6. Donc, ça vous ferait 1042 Kelvin. Et donc, en degrés Celsius, moins 273. Ça ferait 770. Oui, 769. Alors on pourra arrondir à 770 donc, degrés, donc Celsius. Donc, même chose pour le basalte. Alors, je vais vous donner les valeurs que moi, j'ai obtenues. Bon, j'ai pris un double décimètre pour essayer de trouver la valeur la plus précise. Mais c'est un ordre de grandeur. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, pour la rhyolite, alors je vais effacer un peu pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Vous voyez, là, on l'a fait ensemble, 969, mais si on essaie de trouver un petit peu plus précisément, on est plutôt proche de 760. Et puis, pour le basalte, donc 650 degrés. Donc, ça, c'est vraiment une caractéristique à connaître. Donc, concernant donc la valeur de l'ATG, quel que soit le type de verre, quelle que soit sa composition, on aura toujours le croisement donc de nos courbes quand on regarde donc la valeur de la viscosité à l'ATG. Alors ensuite, on vous demandait sur le graphe de tracer donc d'autres courbes, notamment celle de la silice. Donc, la silice, SiO2, eh bien, c'est un verre qui suit en fait la loi d'Arrhenius. Donc, si vous regardez donc les informations que l'on vous donne, donc vous voyez effectivement qu'on a bien donc notre viscosité qui est de la forme, donc une constante plus le terme EA sur R fois 1 sur T. Donc là, on a un comportement donc type Arrhenius, alors que si on prend le verre sodocalcique, eh bien là, on vous donne effectivement donc l'équation VFT. Alors tout à l'heure, j'ai appelé VTF, peut-être que j'ai inversé les noms associés à cette relation. Donc VFT avec donc une valeur de B, de T0 et également donc de TG. Alors on peut rappeler l'équation donc ici correspondant à la loi donc VTF. Est-ce que vous pouvez me rappeler donc cette équation? J'arrive à prendre la couleur que je veux. Et si je vais ici. Alors, quelle est l'expression de la viscosité avec cette loi VTF? Vous vous souvenez? Quelle est la différence importante? Donc, on va se retrouver avec une constante qu'on pourra appeler log de N0, mais bon, ici, on ne va pas préciser.
Et puis, en fait, le terme qui va en fait changer, eh bien, c'est le terme qui est au numérateur. Dans le cas de l'équation d'Arrhenius, c'est 1 sur T. Et dans le cas de l'équation VFT, eh bien, on va remplacer par un terme T moins T0. Et au numérateur, en fait, vous voyez le terme B. Alors, en fait, la formule qui est utilisée, c'est B T0 sur T moins T0. Donc, ça, c'est en échelle logarithmique népérien. Et à nouveau, on va rajouter le terme 2,3. Donc, pour tenir compte de l'échelle log en base 10. Alors, qu'est-ce qui est important donc, de dire par rapport à cette équation? Eh bien, on voit que si la température est proche de T0, le terme T moins T0 va être petit et donc on va avoir une pente très élevée. Alors que si T est très grand devant T0, eh bien, la pente va être plus faible. Donc, ça permet de faire apparaître une variation de la pente. Vous voyez, si on est à haute température, c'est-à-dire à des valeurs de 1 sur T faible, ou si on est à haute température, on voit qu'il y a une variation de la pente. Eh bien, cette variation de pente, on l'obtient à l'aide de ce terme T moins T0. Et donc, il y a beaucoup de verres qui vont en fait avoir donc cette variation donc de la viscosité qui n'est plus en fait linéaire. Alors en fait, on vous demandait de faire le tracé pour le cas donc du verre sodocalcique. Alors pourquoi on vous a donné la TG? Que va permettre de calculer la TG? Vous voyez, vous avez Pour B, vous calculer avez la T0. constante. Oui, ça va permettre de calculer la constante puisque on sait que la viscosité ou le log de la viscosité est égal à 13 quand on arrive à la TG. Donc, en fait, la valeur de la TG eh bien, va permettre de calculer la valeur de la constante. Alors, je vais vous donner donc l'équation que l'on doit obtenir. Donc, je vais le faire apparaître. Alors, pour ça, je vais supprimer ce que je viens d'écrire, parce que sinon, on ne va pas voir grand-chose. Donc, je supprime l'équation VFT. Et en fait, eh bien, on va trouver donc, cette équation. Donc, au numérateur, pardon, c'est le terme, donc, ici, B T0 sur 2,3, qui va vous donner 4046. Donc, bien sûr, le terme T0, vous le trouvez ici. Et puis, vous allez donc trouver votre constante, ici. Vous avez donc 13 qui est égal donc, à la constante plus 4046 sur… Alors, bien faire attention, la température doit être en degrés Kelvin. Donc, on va avoir 573 plus 273 moins 564. Et ça vous permet d'obtenir la valeur donc, de la constante qui vaut donc moins 1,35. Donc voilà un exemple donc, de verre qui ne suit pas donc, la loi d'Arrhenius, mais si vous avez l'équation VTF, vous allez pouvoir donc faire votre tracé. Donc, je vous ai envoyé donc le document avec les deux
types de verres qui sont rajoutés donc au graphe, c'est-à-dire la silice et puis donc le verre sodocalcique. Donc, je vais les faire apparaître. C'est bon pour vous. Vous avez eu le temps donc de noter le petit calcul pour trouver la constante. Donc, si on regarde, donc les deux courbes que l'on a rajoutées, donc ce sont bien sûr la silice en noir, avec une variation linéaire, et puis donc le verre sodo-calcique. Donc, je vous avais donné quelques points de repère dans le tableau qui est en bas. Donc, petite remarque pour la silice, 2 points suffisent puisqu'il s'agit d'une droite. Donc, si vous regardez ici, alors, je prends le surligneur, 2 couleurs. Changer ma couleur, il ne veut pas. Donc, pour le cas donc, de la silice, dont j'ai pris, donc pour 5 et 10, j'ai pris des points assez éloignés pour ici, donc, trouver, donc ici, le log de la viscosité de la silice. Alors, j'aurais pu prendre la valeur 7 et puis faire le calcul ici, mais je vous rappelle, 2 points suffisent pour tracer la droite. Pour le verre sodocalcique, donc ici, le plus simple, c'est de prendre des valeurs de 10 puissance 4 sûreté faciles à placer. Vous voyez, j'ai pris 4, 5, 6 jusqu'à 11. Ensuite, vous calculez la valeur de la température. On pourrait compléter le tableau. Et puis, vous prenez donc toutes ces valeurs de température dans la loi donc VTF et vous obtenez donc les valeurs qui apparaissent ici. Donc là, on a besoin de plus de points pour trouver la forme réelle donc de la courbe. Alors, qu'est-ce que l'on remarque par rapport à donc nos 4 compositions vitreuses? Donc, il y en a 2 qui suivent la loi d'Arrhenius, qui sont la silice et le verre et la rhyolite, et puis 2 autres qui suivent donc une voie VTF, une autre relation, la relation VTF. Est-ce que vous vous souvenez donc de ce que l'on a dit pour trouver la différence de comportement par rapport à la composition de ces verres? Donc, si on reprend à nouveau le document de cours, alors je pense qu'il doit toujours être là, ici. Voilà. Donc, on avait en fait parlé, vous voyez ici, de type de liaison pour expliquer la différence des courbes. Alors, je vais prendre mon surligneur pour revenir donc au document. Le surligneur orange. Donc, on vous dit que la différence de forme des courbes, elle est liée au type de liaison. Si vous avez donc une liaison covalente, ça sera donc une loi d'Arrhenius. Si en fait vous avez eu un verre ionique, qui est le cas d'un verre fluoré, vous vous souvenez pourquoi le verre fluoré est un verre avec uniquement des liaisons ioniques? Quelle est la particularité du fluor comme élément chimique, notamment par rapport à l'oxygène? Donc, ça sont des notions par rapport à la classification périodique. On sait que le fluor, c'est l'élément le plus électronégatif
de tous les éléments chimiques. Donc, ça veut dire que dès qu'on l'associe à un autre élément, il formera des liaisons ioniques. Et on voit que pour ce verre donc fluoré, ici, vous voyez la forme de la courbe, c'est manifestement donc un verre qui ne suit pas du tout la loi d'Arrhenius. Et puis entre les deux, eh bien, je vais citer le cas donc des verres qui contiennent des modificateurs. Vous vous souvenez de ce terme, modificateurs, comme Na2O, qui vont en fait, eh bien, lorsqu'on ajoute Na2O, on avait vu qu'on rompait, on cassait des liaisons SiO-Si pour former plutôt des liaisons ioniques entre l'oxygène et, par exemple, l'ion sodium. Donc, dans ce type de verre, eh bien, on a des liaisons covalentes et des liaisons ioniques. Et vous voyez que quand on a un mélange des deux, en fait, on va se trouver avec une position intermédiaire. La courbe est moins incurvée, donc la variation de pente est plus faible, mais elle existe quand même. On a en fait un comportement qui n'est pas donc de type Arrhenius. Donc, on va essayer de voir si eh bien, les verres, notamment la rhyolite, le basalte, eh bien, donc, on peut expliquer la différence donc, des courbes en regardant leur composition donc, molaire. Est-ce qu'ils ont des modificateurs ou non? D'accord? Donc, c'est vraiment important de faire la relation entre donc, le type de liaison et en fait l'équation. Arrhenius si les liaisons sont covalentes et donc type VFT si on a donc soit des liaisons purement ioniques ou voilà pour ce rappel concernant le cours. Donc maintenant, on va revenir à notre exercice. Alors, je vais ici. Voilà. Alors, les compositions vitreuses, vous les avez donc dans le tableau. Donc, on va ici, en fait, classer donc, les différents oxydes sous forme de formateurs, modificateurs. Et puis, le troisième type d'oxyde, c'est un oxyde qu'on appelle intermédiaire. Intermédiaire. Alors, on va en fait rappeler donc quels sont les points importants par rapport à ces rôles. Alors, avant, on va les classer. Donc, ici, alors, je vais essayer de prendre des codes de couleurs différents. Donc, si je prends donc le formateur, ici, ça sera en fait uniquement la silice. Les modificateurs, alors, je vais les mettre en bleu. Donc, modificateurs, donc les plus connus, ce sont quel type d'oxyde, à quelle famille de métaux appartiennent les oxydes modificateurs? Les modificateurs sont souvent les métaux d'alcalin. Oui. Alino-carbone. Oui. Donc, ici, on va trouver donc, les oxydes alcalins, Na2O, K2O, et puis les alcaïnoterreux. Donc, quels sont les éléments qui correspondent à des alcalinoterreux dans le tableau? CaO et MgO. Oui, CaO et MgO. Ouais.
Alors, il nous reste les intermédiaires. On va compléter, hein, vous inquiétez pas, mais on va d'abord voir par rapport à ce que je vous avais indiqué. Donc, comme intermédiaire, donc je réécrirai mieux tout à l'heure, mais avec mon stylet, ça ne donne pas de choses. Alors, intermédiaire classique, c'est quel composé dont je vous ai parlé comme composé intermédiaire classique, c'était l'alumine Al2O3. Et en fait, on va également prendre Fe2O3 qui a en fait un même type de comportement. Donc ça, je vous rappelle qu'on peut le regarder en prenant le critère de Sun, hein, les énergies de liaison. Hein. Donc, j'ai regardé, effectivement, Fe2O3 se classe comme Al2O3. Et puis, il nous reste donc FeO et puis TiO2. Donc, FeO, eh bien, en fait, on va le classer également en tant que modificateur, parce qu'il aura une énergie de liaison relativement faible. Hein, donc, je vais le rajouter hein, donc, dans mon code de couleur. Voilà pour ceci. Alors, dans le cas de TiO2, bon, on ne va pas en tenir compte, parce que vous voyez, la proportion, elle est vraiment très, très faible. Hein. Donc, on va en fait le négliger hein, dans nos calculs. Donc, on va ici ne pas en tenir compte. Voilà. Donc, on retrouve bien nos trois constituants, hein, donc classiques, formateur, modificateur, intermédiaire. Et on va essayer en fait de voir eh bien, donc, quel est l'effet du modificateur et ensuite de l'intermédiaire. Donc, pour ça, je vais reprendre mon tableau blanc. Pour revenir donc aux différents rôles joués par ces oxydes. Alors, je reprends mon stylet. Donc, on a donc formateur, modificateur, intermédiaire. Donc, on avait vu que si on ajoute donc un modificateur sur une liaison SI ou SI, hein, par exemple, si on ajoute Na2O, mais ça sera la même chose avec CaO hein, et tous les autres oxydes qu'on vient de voir. Hein, je vous rappelle qu'on a donc la rupture de la liaison. Alors, je vais changer de couleur. On rompt donc une liaison pour former des liaisons donc ioniques avec ce qu'on appelle, comment appelle-t-on les oxygènes qui apparaissent lors de cet ajout? Vous vous souvenez? Donc on a SiO-, Na+, alors je manque un petit peu de place, et puis vous avez SiO-, non, Na+. Quels sont en fait le nom que l'on donne aux oxygènes? Ça s'appelle BO. Oui, hein, ce sont des oxygènes non portants. Hein, et le NBO, l'oxygène non portant, donne des liaisons ioniques. Donc ça, c'est effectivement avec notre modificateur. Alors maintenant, si en fait on repart donc de ce vert hein, et qu'on ajoute donc notre intermédiaire, alors je vais reprendre donc, ici ma structure. Alors je vais remettre en bleu, ça sera mieux. Donc je repars de ma liaison, donc SI
au moins avec Na+, Na+. Alors, bien sûr, je vous rappelle que le silicium est toujours tétravalent, mais si je rajoute en fait Al2O3, alors plus précisément un atome d'aluminium, qu'est-ce qui va se passer quand je rajoute de l'aluminium? Donc, j'ajoute cet intermédiaire. Est-ce que vous vous souvenez où va se placer l'aluminium? Ça va reformer les liaisons covalentes. Tout à fait. Donc, en fait, l'aluminium va s'insérer donc dans le réseau du silicium. Il va en fait reformer, donc ici, des liaisons covalentes. Donc, on va se retrouver avec ceci. Alors, bien sûr, vous avez toujours des oxygènes partout. Toujours des liaisons métal-oxygène, ici. On avait vu que le groupement, donc ALO4-, ALO4, il forme une charge moins. Donc, en fait, il y a un ion Na+, qui va venir ici. Et puis, donc, il y a un sodium qui n'apparaît plus. Et donc, on va, en fait, éliminer sous la forme en écrivant plus Na2O. Donc, l'équation donc simplifiée de ceci, on avait écrit que donc si on prend donc SiO2 plus 1,5 de Na2O, que là vous voyez j'avais une mole de Na2O et en fait il en disparaît un demi, donc au global j'ai une demi-mole de Na2O plus une demi-mole de Al2O3, eh bien on avait trouvé donc qu'on formait SiO4 sur 2 comme entité. Et puis également, donc, l'entité AlO4 sur 2 moins et Na+. Alors, ce qui est important ici, eh bien, c'est de voir qu'on a fait disparaître les oxygènes non pontants. Vous voyez que les oxygènes non pontants, ils étaient présents au départ, ici. Ils ont disparu pour reformer des oxygènes qu'on va appeler des oxygènes. Les oxygènes qui sont ici, ce sont des oxygènes qu'on appelle des oxygènes pontants. Voilà, ce sont des oxygènes pontants. Donc, la conclusion de ceci, et ça va être le point de départ, c'est que si vous avez la même quantité de Na2O et de Al2O3, vous voyez que vous avez 0% d'oxygène non pontant. Donc, ça, on va le noter. Donc, si donc le rapport Na sur Al est égal à 1, on a 0% de NBO. Et en fait, ce sont les oxygènes non pontants qui vont en fait vous donner des liaisons ioniques. Donc, si en fait on a des quantités égales de modificateurs et d'intermédiaires, il n'y aura pas de liaison ionique. Donc, on va essayer de voir donc si on retrouve des vers qui peut-être sont proches de cette formulation pour expliquer effectivement donc leur comportement, soit Arrhenius ou non Arrhenius. Alors, je vais revenir donc au document de cours. Ici. Alors, voilà. Donc, on en était ici. Et donc, je vais faire apparaître un petit tableau. Alors, on va faire apparaître. Voilà. Donc, vous voyez ce petit tableau. Alors, on va le commenter ensemble. Et puis, vous allez pouvoir noter au fur et à mesure. Donc, vous avez ici donc, les 4 types de verres. Alors,
mon stylet. Donc, mes 4 types de verre. J'ai en fait calculé le pourcentage de modificateurs, donc d'après la liste que j'ai donnée, le pourcentage d'intermédiaires. Et ce qui va être important, c'est de faire le rapport donc, du modificateur sur l'intermédiaire. Donc, vous voyez, alors pour simplifier, les modificateurs, je les appelais RO. Alors, ça peut être R qui représente 2 atomes d'alcalin ou un atome d'alcaïno-terreux. L'important, c'est le nombre d'oxygènes pontants qu'il forme. Vous pourrez vérifier que ce soit CaO ou Na2O, il va former le même nombre d'oxygènes pontants. Et puis, je vais le comparer donc à mon oxyde intermédiaire que j'ai ici appelé A2O3. Donc, si on fait le rapport donc modificateur sur intermédiaire, là, vous voyez que pour la silice, bien sûr, c'est 0, puisque là, on n'a pas ni de modificateur ni d'intermédiaire. Pour la rhyolite, on est à 1,5, donc on n'est pas très loin de 1. Et puis, vous voyez que pour le basalte, on arrive à 3. Et pour le verre sodocalcique, on arrive à 1. Donc là, on est sûr que quand ce rapport augmente, ça veut dire qu'on a plus de modificateurs que d'intermédiaires. Eh bien, on va créer des oxygènes non pontants. Parce que on n'a pas suffisamment ici d'intermédiaires pour éliminer, supprimer l'effet de ce modificateur. Donc, ce qu'on peut en fait indiquer ici, en rappelant en dessous, alors mettre sous forme de commentaire, voilà, on va le mettre là. Donc, si je vous rappelle, donc R sur A égale à 1, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a 0% de NBO. Si R sur A supérieur à 1, donc on a plus de modificateurs que d'intermédiaires. Donc en fait, ici, on va créer. Bon, je vais réeffacer parce que là, c'est pas très joli. Voilà. Donc, je reprends mon stylet. Bon. On crée donc des NBO. Parce qu'on a un excès de modificateurs par rapport aux intermédiaires. Et donc, plus le pourcentage de NBO augmente, plus en fait, effectivement, on va avoir donc un comportement qui va s'éloigner, donc ici, de la loi donc d'Arrhenius. Alors, vous voyez que je l'ai représenté sous une autre forme. Ici, j'ai fait apparaître la différence entre le pourcentage d'oxyde intermédiaire et le pourcentage d'oxyde modificateur, pourcentage de RO et le pourcentage donc d'intermédiaire. C'est une autre façon, mais la signification est la même. L'important, c'est de voir le cas où on a donc un excès de plus en plus important. Donc ici, si on est donc à R sur A égale à 1, 0% NBO, donc au niveau du type de loi suivi par la viscosité. À votre avis, qu'est-ce que l'on va avoir comme variation de la viscosité si R sur A égale à 1? S'il n'y a pas d'oxygène non pontant, il n'y a pas de liaison ionique, puisque les liaisons ioniques sont formées par ces oxygènes non pontants. Donc ici, on peut rajouter pas de liaison
ionique. Donc, on va avoir en fait un comportement type Arrhenius. Alors, je donne ici, je réécris correctement. Arrhenius. Et puis à l'inverse, si en fait le nombre d'oxygène non pontant augmente, eh bien on aura donc un comportement donc type V, T, F. Parce qu'il y aura donc présence de liaisons donc ioniques qui vont en fait modifier la forme donc de la courbe. Donc ici, on voit que R sur A proche de 1, c'est le cas de la rhyolite. Puis c'est également le cas de la silice, puisque dans la silice, il n'y a pas d'oxygène non pontant. Alors que pour le basalte et le verre sodocalcique, vous voyez qu'on a donc ici un rapport R sur A qui augmente, qui va en fait expliquer pourquoi on a un comportement VTF pour ces deux types de verre. Donc, la différence de courbe, vous voyez, elle s'explique au niveau de la composition du verre et notamment le rapport entre intermédiaire et modificateur. Alors, si on veut compléter ici, alors je vous enverrai ce petit tableau, ne vous inquiétez pas. Donc, au niveau du bilan, alors je vais effacer ici. Donc, je vous enverrai il y a rien ici. Donc, le cas où on a peu ou pas d'oxygène non pontant, voie d'Arrhenius. Et puis, lorsque ce nombre d'oxygène non pontant augmente, en fait, on s'écarte de la loi d'Arrhenius et on va en fait vers une loi donc VTF. Donc la différence, donc on la voit donc ici apparaître entre donc ces deux types de verres. Donc si je reprends donc le document, les courbes, donc on trouve bien donc silice rhyolite arrhénien, type Arrhenius, ici et ici. Et puis pour le basalte et le verre sodocalcique, eh bien un comportement donc qui ne suit pas la loi donc d'Arrhenius, parce que il y a des oxygènes non pontants donc dans ce verre. Donc voilà comment faire le lien entre donc viscosité donc et composition. Alors vous aviez en fait une petite question. Alors je vais essayer de la faire apparaître ici, peut-être à la fin ou peut-être avant. On va voir ici. Alors, est-ce que j'ai ici? Non. Alors, je vais reprendre en fait le texte de l'exercice. Si vous l'avez sous les yeux, on vous demandait donc dans le cas donc de la rhyolite et de la silice, eh bien, de trouver l'énergie d'activation. Alors, je vais reprendre le tableau blanc pour vous donner quelques pistes pour répondre à cette question. Donc ici, pour donc, la loi d'Arrhenius, donc on a vu que la pente, donc c'est donc l'énergie d'activation sur 2,3 R.
Et cette énergie d'activation, EA, eh bien souvent on dit qu'elle est peu différente de l'énergie de liaison ici, donc souvent du modificateur, de manière générale, en fait, du réseau vitreux. Donc, ce que je vous propose pour la prochaine fois, eh bien, c'est d'essayer de trouver la valeur de la pente pour SiO2 et la rhyolite, ici, et le comparer à l'énergie de liaison donc la liaison SiO. Donc ça, vous regarderez en fait le tableau que je vous ai donné dans le texte du TD, où il y avait en fait le critère de Sun. Et puis vous regarderez également l'énergie de la liaison aluminium-oxygène. Parce que quand vous allez ajouter donc votre composé intermédiaire, vous avez vos chaînes Si, O, Si, et puis de temps en temps, il y a un atome d'aluminium. Donc, si vous avez de l'aluminium, on voit bien que la force des liaisons au niveau des chaînes, elles vont diminuer quand on va ajouter donc de l'aluminium. Donc, on va en fait vous demander d'expliquer effectivement pourquoi vous allez trouver des pentes différentes pour les SiO2 et la rhyolite. Et les comparer notamment numériquement, c'est-à-dire calculer la pente, calculer donc l'énergie d'activation. Et vous verrez que il y a à nouveau une cohérence entre ces valeurs donc d'énergie d'activation et la valeur donc des énergies donc de liaison. C'est-à-dire quand on fait donc couler un verre, eh bien l'écoulement du verre va correspondre en fait à la rupture des liaisons SI ou SI. Et donc cette énergie d'activation liée à l'écoulement donc du verre fondu, eh bien on pourra donc le relier à ces énergies de liaison. Donc essayez de faire ce petit calcul, et puis je vous enverrai donc un corrigé correspondant donc à cette partie. Donc on va laisser de côté donc ici cet aspect donc viscosité, propriété donc on pourra appeler thermomécanique, et on va reprendre les documents de cours pour parler un petit peu des propriétés optiques des verres. Donc je vais reprendre mes documents de cours. Alors, le partage d'écran. Donc, ça doit être ici. Alors, voilà, donc ici. Et donc, on va arriver donc à une nouvelle partie qui s'intitule donc propriétés optiques. Vous voyez ce document? Oui? Tout le monde voit le document? Tout le monde a éventuellement le cours également imprimé pour noter quelques commentaires. Donc ici, je vous ai redonné la définition de l'indice de réfraction. Donc vous voyez, c'est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le matériau. Donc ça implique que, quel que soit le verre,
bah, vous aurez toujours n qui sera supérieur à 1. À nouveau, je vais réécrire. Supérieur à 1. Vous ne pourrez jamais avoir un indice de réfraction plus petit que 1. Ça, c'est par définition. Alors, quand on va regarder ces valeurs dans la littérature, eh bien, en fait, on va voir que c'est écrit sous la forme ND. Alors, tout simplement parce que l'indice de réfraction, N, eh bien, il dépend de la longueur d'onde de la lumière. Donc, si on veut donner un indice de réfraction, il faut lui associer une longueur d'onde. Donc, D, bah, vous voyez ici que ça correspond à la raie D jaune du sodium, hein, qui est une émission. Donc, vous avez la valeur de la longueur d'onde. Et en fait, ce nombre, cet indice de réfraction, bah, en fait, on peut le mesurer à l'aide d'un appareil qu'on appelle le réfractomètre d'Abbé. Donc, première définition, l'indice de réfraction. Je viens de dire que l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Donc, pour mesurer en fait cette variation que l'on va appeler la dispersion chromatique, alors je vais reprendre mon surligneur, vous voyez, dispersion chromatique, c'est ce qui vous donne la variation de l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde. Eh bien, on va définir le nombre d'Abb avec cette équation. Donc, vous voyez, on a pris 3 longueurs d'onde bien différentes, du jaune, du bleu et du rouge. Donc, de cette façon, bah, on a 3 longueurs d'onde dans le visible. Hein, et en fait, on va notamment calculer la variation d'indice entre une raie bleue et une raie rouge. Et en fait, c'est ce terme qui va apparaître au dénominateur. Donc, vous voyez que la dispersion chromatique, donc donnée par le nombre d'Abb, eh bien, en fait, elle va augmenter quand le nombre d'Abb devient donc petit. Donc, en fait, on peut dire qu'un verre avec petit, on aura donc un verre très dispersif. Alors, comment on peut mettre en évidence le fait qu'un matériau disperse ou décompose la lumière? Par quelle petite expérience on montre la notion de dispersion de la lumière? Vous vous souvenez? Si je prends un prisme et que j'envoie de la lumière, si j'envoie de la lumière blanche au départ, comme ceci, voilà. Bon. Si j'envoie de la lumière blanche, donc la lumière blanche, je vous rappelle, c'est la somme de toutes les lumières du domaine visible. On va avoir la décomposition de la lumière. Donc, vous allez avoir du rouge ici. Ensuite, on va avoir du jaune. Ensuite, on va avoir du vert. Et puis ensuite, on va avoir éléments avec bleu. Donc, le prisme décompose parce que on a donc un prisme, le pouvoir d'addition est important. Donc associé à ce nom. Alors, sur le champ, alors, je note